Bien, bonjour à tous pour cette première émission du Café des Luttes du Forum social de la Fête de l'Humanité. Et j'accueille tout de suite Laurent Millet, qui est rédacteur en chef de la revue pratique de droit social, avec qui nous allons parler de la base de données économiques et sociales. Ce n'est pas un sujet très sexy, mais c'est un sujet très important. Alors, Laurent Millet, la base de données économiques et sociales, elle a été rendue obligatoire par une loi en 2013 dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Et cette BDES, comme on l'appelle, elle avait laissé espérer quelques progrès dans l'information des élus des comités d'entreprise en matière de bilan social et de perspectives des entreprises. Rappelle-nous en quelques mots ce qu'est la BDES. Oui, alors bonjour d'abord. Merci de m'accueillir. L'idée d'une base de données économiques et sociales dans les entreprises, effectivement, remonte à la loi dite de sécurisation de l'emploi de 2013. L'idée, c'était de parfaire, à l'époque, l'information des élus des comités d'entreprise en rassemblant dans une base le plus possible informatique l'ensemble de données qui étaient auparavant distribuées de manière sporadique aux élus des comités d'entreprise. Donc l'idée, c'était d'avoir un seul lieu finalement d'accès à l'information. Avec la particularité, c'est que cette base de données était aussi accessible aux délégués syndicaux. Ce qui est très utile pour notamment avoir des informations lors de différentes négociations sur les salaires, sur l'égalité, sur tout un tas de thèmes. Alors, cette base de données, en fait, l'idée, c'était de répartir dans différentes rubriques tout un tas de thématiques, finalement, de manière à faire en sorte que l'information qui était destinée aux élus ne soit pas comme auparavant relativement segmentée. Donc là, ça leur permettait d'avoir une vue d'ensemble finalement quelque part de la richesse et de la valeur ajoutée qui était créée par l'entreprise. Donc l'idée c'était cela. Alors après, parce qu'il faut toujours confronter la théorie à la pratique et même la bonne volonté à la pratique. Alors ce qu'il faut dire aussi pour bien comprendre les difficultés dont on va parler après, c'est que cette base de données, donc cette vision globale de l'information destinée aux élus, elle était aussi quelque part la contrepartie d'une concession qui avait été faite au patronat par les syndicats signataires de ce qu'on appelait l'accord du 11 janvier 2013, où il y avait ce qu'on appelle des délais contraints de consultation. C'est-à-dire que les comités d'entreprise, depuis 2013, sont obligés de rendre leurs avis dans des délais contraints, alors 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est selon. Et la base de données économiques et sociales était là pour, quelque part, une sorte de contrepartie à l'expression dans ces délais contraints, dans la mesure où il aurait dû être plus facile de trouver l'information et une information plus pertinente. Alors, il aurait dû, ça c'est la théorie. Il semble que les élus des comités d'entreprise, qui sont maintenant devenus des CSE pour la plupart, méconnaissent souvent cette BDES et que la mise en place de cette base de données économiques et sociales soit chaotique. Alors, avec le cercle Maurice Cohen, vous avez mené une enquête auprès de 800 élus de comités d'entreprise. Qu'est-ce qui en ressort ? Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que le cercle Maurice Cohen ? C'est ce qu'on appelle un think tank aujourd'hui, qui présente la particularité d'être unique en France, puisque c'est le seul à s'occuper spécifiquement de la représentation du personnel. Évidemment, dans une optique de défense des prérogatives des représentants du personnel. Alors, effectivement, on a mené une enquête au cours de fin 2018, début 2019, auprès d'un certain nombre d'élus. On a même été surpris nous-mêmes du nombre de réponses que l'on a eues, puisque 800 élus, ça représentait alors aussi bien des moyennes entreprises que des grandes entreprises. On a fait un petit peu c'est assez représentatif, et ça couvre 2 500 000 salariés.
Donc c'est pas rien quand même. C'est-à-dire donc on peut dire que cette enquête est véritablement représentative. Elle n'est pas, c'est pas simplement un petit coup de pub ou voilà. Elle a une pertinence. Et donc ce qui ressort de cette enquête en fait, c'est que on a finalement pour beaucoup d'élus la base de données qui aurait dû être une amélioration, qui aurait dû être un changement, n'a pas changé grand-chose. Donc, et soit elle n'a pas changé grand-chose, soit elle a même aggravé la situation. Quand on regarde bien les résultats de notre enquête, il y a 2/3 donc des élus qui finalement ne voient pas grande différence avec avant. Justement, en quoi elle a aggravé la situation? Alors en quoi elle a aggravé la situation? C'est qu'auparavant, c'était à l'employeur de remettre lors de chaque consultation la documentation adéquate. Maintenant, il leur dit, dites donc, je les ai mis à disposition dans la base, allez la chercher. Or, la base de données, qu'est-ce que ça devrait être? Ça devrait être une base de données, c'est-à-dire une base de données chiffrée. Et d'ailleurs, la loi de 2013, puis celle de 2015, disait, il faut présenter les informations, l'année en cours évidemment, mais aussi les 2 années antérieures et, si possible, les perspectives sur 3 années. Ce qui veut dire qu'une base de données économique et sociale qui est bien faite, elle doit avoir un aspect historique, un aspect actuel et un aspect prospectif. Or, la plupart des bases de données n'adoptent pas cette présentation. C'est en réalité une base documentaire qui est un empilement de documents sous forme PDF, de format PDF généralement, et où les élus doivent cliquer de PDF en PDF pour aller eux-mêmes chercher l'information, ce qui fait que finalement, ça n'améliore pas, d'abord ils perdent beaucoup de temps à faire ça, et donc ça ne contribue pas à ce qu'ils aient la vision globale qui était recherchée avec la création de la base. Mais ce sont aussi des documents qui sont extrêmement difficiles à comprendre, à déchiffrer, oui, à décrypter. Oui, alors pour cela, on sait que les comités d'entreprise devenus ou en passe de devenir comités socio-économiques peuvent faire appel évidemment à des experts à l'occasion des différentes consultations, alors soit les consultations récurrentes et autres. Mais il y a aussi une autre difficulté aujourd'hui. C'est que depuis les ordonnances de 2017, c'est-à-dire ce qu'on appelle les ordonnances Macron et la fusion des instances représentatives du personnel, ce à quoi on assiste, c'est qu'il y a la possibilité de négocier, y compris à la baisse, le contenu de la base de données. Puisque la logique, finalement, des ordonnances qui renvoient tout à la négociation, c'est la négociation qui fixe les règles du droit du travail, quoi. Et donc, à partir de là, la possibilité, par exemple, ce qui était hier une obligation de présenter les données de manière historique et prospective, ça peut être écarté par accord. Donc, ce qui fait qu'un accord collectif, là où il n'y a pas un rapport de force nécessaire, là où les syndicats n'ont pas le rapport des forces nécessaires, peut-être finalement, on peut avoir des bases de données low cost, finalement. Pour résumer, est-ce que tu estimes que l'information économique et sociale des élus des comités d'entreprise a régressé? Régresser, je ne dirais pas ça, mais en tout cas, ce n'est pas le progrès qui a été annoncé. C'est pas un progrès qualitatif, voilà. Mais c'est un progrès quantitatif. On a noyé les élus sous la formation. De la somme d'informations qu'il aurait données, évidemment, on peut considérer que, encore que pas toujours, parce que des fois, les employeurs sont même parfois réticents à dévoiler toujours certaines informations, et certains sont, par ailleurs, assez souvent condamnés par les tribunaux. Mais globalement, ce n'est pas l'amélioration que ça aurait dû être. C'est pour ça qu'en mai dernier, dans la Nouvelle Vie ouvrière, vous avez sorti un article qui s'appelle « Trop d'infos, tue l'info » et vous parliez justement de la base de données économique et sociale. Oui, c'est-à-dire que le problème, c'est pas trop d'infos en soi qui tue l'info, c'est la manière dont cette info est ordonnée et présentée. Et il faut qu'elle soit analysable, il faut qu'elle soit présentée clairement pour qu'elle puisse être exploitable. Or, ce qu'on constate aussi dans certaines bases de données, c'est que les données qui devraient être, on devrait pouvoir les extraire pour éventuellement les travailler dans un autre document et tout ça. Parfois, c'est impossible.
Donc il y a des tas de petites embûches comme ça qui sont mis sur la route du droit à l'information des représentants du personnel. Et donc évidemment, ça contredit ce qu'on appelle l'effet utile de l'information et de la consultation des élus du personnel. Alors, pour résumer, vous révélez donc des dysfonctionnements nombreux et une mauvaise application de la loi. Que préconise le cercle Maurice Cohen pour y remédier? Alors, il y a principalement deux. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail parce que ça serait très technique. Mais la première chose, c'est qu'il faut, à mon avis, contraindre les entreprises, toutes les entreprises, à présenter, d'avoir une base de données qui soit une vraie base de données. C'est-à-dire que ça soit des chiffres, des données sous forme de tableau Excel et qui reprennent la présentation initiale, c'est-à-dire avec l'analyse historique, l'année en cours et les données prospectives. Parce que sinon, surtout si on veut faire, par exemple, s'il y a une consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, ça me paraît difficile de pouvoir mener à bien cette consultation si on n'a pas ces données-là présentées comme telles. Donc, à mon avis, il faudrait modifier la loi dans ce sens pour que ça ne puisse pas être évacué par accord et que ça soit obligatoire. Et là, on n'aurait pas de problème d'application de la loi. Et la deuxième mesure que nous préconisons, parce que l'un ne va pas sans l'autre, c'est que la loi dise clairement que lorsqu'une base de données ne répond pas aux critères légaux, elle ne fait pas courir les délais de consultation du comité. Ce qui fait que, à la fin du délai de consultation, finalement, l'employeur peut laisser s'écouler le temps et finalement se dire « Oh bah voilà, j'ai rempli mon office puisque vous n'avez pas rendu d'avis ». Et donc, moi, je considère que c'est un avis implicitement négatif. Ce que tu proposes, c'est finalement une épée de Damoclès. C'est un peu, oui. C'est-à-dire que il faut un peu de contrainte. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour de cette question. Alors, d'un point de vue pratique, si on veut retrouver des informations sur la manière dont les entreprises doivent présenter et ordonnancer la base de données économiques et sociales, on va le trouver dans ce petit guide qui vient de paraître aux éditions de la Vie ouvrière. Ça s'appelle le Comité social et économique mode d'emploi. Alors, il ne traite pas évidemment que de la BDES, il traite aussi de toute l'information consultation du comité, du droit de recours aux experts, du droit d'agir en justice, et aussi de la composition et du fonctionnement du comité social et économique, dont on sait qu'au 1er janvier 2020, ils vont se substituer aux anciens délégués du personnel, aux anciens comités d'entreprise et aux anciens CHSCT. Eh bien, Laurent Millet, je te remercie. Je vous souhaite à tous une bonne fête de l'humanité. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle émission.